Puis un jour, j'ai vu cette zone atteindre le lieu qui se perçoit comme le centre du monde. This was the moment when Sandy struck. 90-mile-an-hour winds slicing through New York's streets. 750,000 people have been forced to evacuate. Pendant toutes ces années, nous avons cru que nous nous étions libérés des limites imposées par la nature, que nous étions les maîtres. Mais une partie de l'histoire nous restait encore cachée. Nos machines étaient en train de remplir l'atmosphère de gaz à effet de serre. Se pouvait-il que nous ne soyons pas les maîtres après tout? Que nous ne soyons que des invités? Et que nous puissions être chassés pour mauvaise conduite? L'ouragan a eu l'effet d'un avertissement. On s'est dit, waouh! Il a fallu s'accrocher pour échapper à la mort, s'agripper aux poteaux, aux clôtures. Il y a des gens que l'eau a expulsés de leur maison. Les murs se sont effondrés sur eux. C'était complètement fou. J'avais tout mis au rez-de-chaussée. Personne ne m'a dit que l'assurance inondation ne couvre qu'à partir du premier étage. Tout le rez-de-chaussée a été emporté, il ne reste plus rien. Je n'ai même plus un sou en poche. On fait tout ce qu'on peut, mais ce n'est pas suffisant. Le problème est beaucoup trop grand. On ne devrait pas être ici. Je ne devrais pas être en train de sauver des gens qui sont prisonniers dans leur appartement, qui risquent de mourir par manque de médicaments. Les zones les plus durement touchées sont aussi les plus marginalisées. Elles comprennent certains des quartiers les plus pauvres de New York. Il y a des centaines et des centaines de gens qui sont prisonniers de ces immeubles. Et personne ne s'occupe d'eux. On ne leur offre pas de clinique, pas de soins. C'est une catastrophe. Il devrait y avoir des organismes chargés de répondre aux besoins, comme pour Katrina. C'est plus qu'insuffisant. C'est une farce. La FEMA, dépassée. La Croix-Rouge, dépassée. There's an address with no name. I know, but he has an open wound, I so know, let's but get how to about him. we talk to the surveyor? Why So don't we call talk the to surveyor. surveyor? You shouldn't be doing this. You're a doctor. Get someone who can call these people. Call Aaron. That's what I need. I need someone who can call Aaron. Once we get a contact, I will go there, we will get them in. Au sein de la dévastation laissée par Sandy, un constat s'impose à moi. Nous comprenons peu à peu que quelque chose cloche dans l'histoire que l'on se raconte sur notre domination de la nature. La nature peut contre-attaquer. Mais notre prise de conscience survient au pire moment possible. Une crise comme celle-ci réclamerait une action collective. Pour changer le cours des choses, il faudrait que les gens s'unissent et se rallient derrière leur gouvernement. Mais il s'agit là d'une idée qui a été durement battue en brèche au cours des 30 dernières années. There seems to be an increasing awareness of something we Americans have known for some time. That the 10 most dangerous words in the English language are, "Hi, I'm from the government and I'm here to help." Depuis les années 1980, on nous répète que l'État doit rester à distance, qu'il doit laisser le marché imposer sa loi. Dans le cas des changements climatiques, cette idée arrive vraiment à contretemps. Le gouvernement brillait par son absence lorsque Sandy a frappé. Et il continue de briller par son absence malgré la crise qui fait rage et qui menace d'engendrer beaucoup d'autres Sandy. Les gouvernements savent ce qui se passe. Pourquoi alors ne font-ils rien?
On est forcé de s'interroger. C'est peut-être parce que des forces contraires sont à l'œuvre et que les gouvernements agissent de manière à les favoriser. Mais quelles sont ces forces contraires? Qui fait pression sur les gouvernements pour qu'ils abaissent les cibles de réduction, pour bloquer tout accord international? Et si le gouvernement n'a pas l'intention de s'opposer à ces forces, qui le fera? C'est la ferme de ma famille. Mes parents l'ont achetée à la fin des années 1970 et j'y ai vécu toute ma vie, sauf quand je suis allée à l'université. C'est un endroit unique, situé sur la rivière Yellowstone. En gros, ce que nous faisons maintenant, c'est l'élevage de chèvres de boucherie. Mike et moi avons fait un peu de recherche et il semble que les chèvres soient la solution idéale pour contrôler les mauvaises herbes. Come on, girls. Le Montana est un endroit qui attire assez peu l'attention des gens. Pourtant, c'est l'épicentre d'une bonne partie de notre développement énergétique. Certaines personnes se pointent dans des endroits comme celui-ci en se disant « à peu près personne ne vit ici, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut ». C'est comme si on nous avait pendu une cible autour du cou. J'ai l'impression qu'ils veulent extraire le pétrole du sol jusqu'à la dernière goutte et qu'ils sont prêts à tout pour y arriver. Quand Mike et Alexis m'ont fait visiter leur cadre de vie, j'ai été abasourdi par le nombre de fronts sur lesquels ils devaient se battre. Ils essayaient de faire obstacle à un pipeline venant des sables bitumineux, ainsi qu'à un gigantesque projet visant à extraire du sol des milliards de barils de pétrole de schiste. Ils collaboraient aussi avec la tribu des Cheyennes du Nord, qui vit à proximité, afin de bloquer l'installation de plusieurs mines de charbon de grande taille et la construction d'un chemin de fer pour le transport du charbon. Ce qui se passe ici m'est apparu comme une véritable ruée vers les combustibles fossiles. Si tous les projets actuellement à l'étude au Montana sont acceptés, nous deviendrons une simple colonie de matières premières pour le reste du pays et du monde. Naomi, c'est Alexis. Tu ne me croiras pas. Ce matin, je suis allée sortir les chèvres. J'ai marché jusqu'à la rivière. Elle est sortie de son lit. Il y a du pétrole partout. Crushing news arrived over the weekend from a beautiful part of this country in Montana near Yellowstone National Park. An oil spill that we now know may be larger than first feared. One theory is the flood eroded the soil covering the pipeline, allowing debris to strike it, causing the pipeline to rupture. Ils disent qu'entre 750 et 1000 barils de pétrole se sont déversés. Je ne me serais jamais attendue à une chose pareille. Le golfe du Mexique a été touché. Maintenant, c'est nous. Tout le monde finira par l'être. C'est tout simplement qu'on trouve encore des dépôts comme celui-ci 8 jours après. Ça me tue. On pensait vivre ici jusqu'à la fin de nos jours. On voulait faire de la ferme notre occupation à temps plein. On avait soin de protéger la terre.
On voulait la protéger pour qu'elle puisse nous faire vivre. Tout vient de basculer. Under my administration, America is producing more oil today than at any time in the last 8 years. That's important to know. Over the last 3 years, I've directed my administration to open up millions of acres for gas and oil exploration across 23 different states. We're opening up more than 75% of our potential oil resources offshore. We've quadrupled the number of operating rigs to a record high. We've added enough new oil and gas pipeline to encircle the Earth and then some. So we are drilling all over the place, right now. Le problème ne concerne pas seulement ceux qui ont le malheur d'élever des chèvres près d'une rivière. Permettez-moi d'illustrer mon propos. À peu près tous les leaders mondiaux admettent que si nous voulons éviter des changements climatiques véritablement catastrophiques, il y a une ligne rouge que nous ne devons pas dépasser. Nous devons limiter le réchauffement à un maximum de 2 degrés Celsius. Plus que ça, et le système de la Terre commence à se dérégler. Ça fonctionne un peu comme un budget. Pour empêcher le climat de s'emballer, on peut brûler une certaine quantité de combustible fossile, mais pas plus. Le problème est là. Si on considère la quantité de pétrole, de gaz et de charbon que les compagnies ont déjà dans leurs réserves prouvées, on constate une chose. Elle atteint près de 5 fois le budget carbone de la Terre entière. Si on laisse les compagnies extraire tout ce carbone, nous sommes cuits. Mais si elles le laissent dans le sol, nous avons une chance de nous en tirer. Certaines personnes, en touchant le sol, ne sentent que la poussière. Mais certains d'entre vous et certains d'entre nous le savent. Quand on pose la main sur la terre, on devrait sentir une poussée. Ils nous disent que ces plans destructeurs représentent le progrès. La prochaine vague est un plan coordonné visant à faire de nos terres ancestrales une plaque tournante de l'exportation du charbon dans le monde entier. Je tiens à dire que la nation Yakama vous soutient. Nous sommes derrière vous et nous vous appuierons de toutes les manières possibles. Merci. Essentiellement, tout ceci deviendra une mine à ciel ouvert. Ils arracheront le mort terrain. C'est comme ça qu'ils appellent le sol. Et ils l'emporteront. Regardez. Regardez comme c'est beau. Victime de la cupidité. Ce mouvement ne concerne pas seulement les autochtones. Non. Il concerne tous ceux qui ont la terre à cœur, qui s'inquiètent de la direction que prend notre pays et que prend le monde. Il faut qu'on nous entende. Cette façon de faire ne fonctionne pas. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je suis pompière. Je ne suis pas une personne riche ni une représentante du gouvernement. Et je dois faire face. Je dois subir les conséquences de ce que vous êtes en train de faire au monde et au climat. Je m'appelle Vanessa Bridget Hare. J'ai demandé cette conférence informelle au nom des Homesteaders des Cheyennes du Nord. Hier soir, plus de 200 Cheyennes, 3 tribus affiliées, la nation Oglala Lakota et la nation Yakama, se sont rassemblés à Lame Deer pour s'opposer à toute mise en exploitation de la vallée de l'Otter Creek et de la rivière Tongue. Quand Vanessa a demandé la tenue d'une conférence informelle en vertu d'une loi minière extrêmement compliquée, l'État du Montana a eu très peur. Vous devez savoir que pour beaucoup de gens,
Il n'y a aucune différence entre votre organisme et la société Archgold. Tout à coup, quelques personnes de la réserve des Cheyennes du Nord sont en train d'apprendre à manœuvrer parmi toutes ces lois et cette bureaucratie. Les autorités sont terrorisées parce que dès que les gens comprennent comment s'y prendre, elles perdent la partie. Si vous ne voulez pas que les Cheyennes prennent le contrôle des assemblées publiques, écoutez-nous. Évitez notre colère, écoutez-nous. Merci, Madame Braided Hair. On n'est sur cette terre que momentanément. Nous reprendrons notre voyage un jour, mais nous voulons laisser des traces que les autres pourront suivre. Come on in, welcome. Hey, Henry. Henry, Vanessa, nice to meet you. Come on in. Mon espoir, mon rêve, ma vision, c'est que les communautés des Premières Nations atteignent l'indépendance énergétique avant le reste de l'Amérique. Ce sera une journée extraordinaire. L'esprit du soleil est là, dehors. Il répand sa chaleur et redonne vie à toute chose. Nous participons à ce mouvement. Nous contribuons à redonner vie à notre nation. L'énergie solaire a toujours fait partie du mode de vie autochtone. Tout dépendait de la puissance du soleil qui dispense la vie. Cette vision imprègne notre culture, nos cérémonies, notre langue, nos chansons. Alors nous la comprenons. On peut voir leur visage s'éclairer. On peut voir leur esprit intérieur. J'arrive presque à entendre ce qu'ils pensent. Tout le monde est rayonnant de santé et d'énergie positive. Pendant une période relativement brève de l'histoire humaine, les énergies fossiles nous ont incités à croire que nous pouvions nous libérer de la nature et la servir. En regardant les Cheyennes travailler, je m'interroge. Et si l'énergie renouvelable était plus qu'une simple technologie? N'annonce-t-elle pas la renaissance d'un autre discours? Un discours que tous les humains connaissaient autrefois. Les énergies renouvelables nous disent que nous ne pouvons pas échapper à la nature ni la maîtriser. Nous devons travailler avec elle. Nous devons tenir compte du souffle du vent et des rayons du soleil. Ready? 1, 2, 3. Les mots me manquent, comme vous pouvez sans doute le constater. Vous avez tous bien travaillé cette semaine. Je suis très impressionné. Je suis très heureux pour vous tous. Nos gars vont chanter une chanson en votre honneur. On ne peut pas prendre et prendre sans cesse. On ne peut pas consommer encore et encore. On doit prendre ce dont on a besoin, puis redonner quelque chose à la terre. C'est ma conviction profonde. C'est la voie qu'il faut suivre. En définitive, ce qui sauvera cet endroit, ce n'est pas la haine des compagnies de charbon, ni la colère, c'est l'amour.